Et tout de suite, c'est l'heure de l'actualité du Journal Magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous, à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre en ce début d'après-midi. Vous pouvez nous suivre sur notre site et notre application, mais aussi en vidéo sur la page officielle de Radio J sur Facebook. À la une de ce vendredi 10 juillet, le mea culpa de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a reconnu hier que le déconfinement avait été trop rapide en Israël et annonce un nouveau pack de mesures économiques. Les détails dans un instant. Autre titre de cette édition, ces nouvelles explosions la nuit dernière en Iran. Des entrepôts de missiles appartenant aux gardiens de la Révolution ont connu plusieurs déflagrations dans le sud de Téhéran. Un nouvel incident qui intervient alors qu'un rapport allemand révèle que l'Iran a cherché à acquérir des matériaux illégaux pour son programme nucléaire. En France, le message de fermeté d'Emmanuel Macron adressé à Benyamin Netanyahou. Le président de la République appelle le Premier ministre israélien à renoncer à tout projet d'annexion d'une partie de la Judée-Samarie. Emmanuel Macron, dont le ministre de l'Intérieur et des Cultes, Gérald Darmanin, se rendra ce soir à la grande synagogue de la Victoire à Paris. Nous en parlerons avec mon invité en plateau, le président de cette communauté, Jacques Canet. Radio J. Critiqué pour sa gestion de la crise, Benyamin Netanyahou a donc cherché hier soir à reprendre la main. Le Premier ministre israélien a reconnu hier dans une conférence de presse que le déconfinement avait été trop rapide, notamment pour les bars et les cafés. J'en prends toute la responsabilité, a assumé le chef du gouvernement, qui a surtout profité de l'occasion pour présenter son plan de relance de l'économie. Aux côtés de son ministre Israël Katz, Benyamin Netanyahou a mis sur la table 80 milliards de shekels pour venir en aide aux millions de chômeurs que compte désormais le pays. Le dernier bilan sanitaire est de 1464 nouveaux cas et 2 morts en 24 heures, ce qui porte le bilan total à 350 victimes. Près de 17 000 cas actifs ont été diagnostiqués et plusieurs quartiers de ville sont désormais confinés depuis 13 heures, heure locale. Il s'agit notamment de Kiryat Sanz à Jérusalem et de Kfar Chabad à Kiryat Melachi. On a également appris ce midi que le député Nir Barkat s'était placé en quarantaine après avoir été en contact avec une personne malade du Covid-19 mercredi. Côté politique, la Knesset pourrait décider en début de semaine prochaine la suspension temporaire des loyers pendant 2 mois. Information annoncée aujourd'hui par le Jérusalem Post. On va se tourner maintenant justement vers les médias israéliens du jour. Revue de presse signée Daniel Haïk en partenariat avec Studio Kalita. Tous les quotidiens israéliens reviennent bien évidemment ce matin sur le plan de sauvetage des Israéliens durement touchés économiquement par le coronavirus. Un plan évalué à quelques 90 milliards de shekels et qui a été présenté hier soir solennellement par le Premier ministre Benyamin Netanyahou et par le ministre des Finances Israël Katz. Les quotidiens israéliens, les sites d'information, les médias détaillent ce plan et en particulier les 3 filets de sécurité ou de sauvetage qu'il renferme. Filet de sauvetage pour tous les sans-emploi qui voient leur allocation chômage être prolongée pendant 1 an jusqu'en juin 2021, filet de sauvetage pour les indépendants qui vont recevoir eux aussi une sorte d'allocation chômage d'un montant de 7 500 shekels et également filet de sauvetage pour les petites et moyennes entreprises qui vont recevoir des dispenses de paiement d'impôts comme les taxes municipales et des prêts qui leur permettront d'envisager plus sereinement un proche avenir. Autre mesure, les Israéliens pourront ouvrir leur caisse d'épargne sans se voir sanctionnés par une amende. Les journaux reviennent bien entendu sur les déclarations faites hier soir par Benyamin Netanyahou, un Benyamin Netanyahou qui a reconnu que des erreurs avaient été commises dans la sortie de crise. Nous avons rouvert trop vite, a avoué le Premier ministre qui a endossé la responsabilité de ces erreurs. Et puis un Premier ministre qui a aussi reconnu que les allocations promises ces derniers mois n'étaient pas toutes arrivées dans les comptes en banque de ceux qui étaient en droit de les recevoir. Et là, M. Netanyahou a pointé un doigt accusateur en direction de la bureaucratie israélienne qu'il a lui-même eu le plus grand mal à dominer. Cette fois, il a promis de contourner cette bureaucratie et a pris l'engagement de verser, en particulier aux indépendants, dès mercredi prochain, les premiers 7 500 shekels dans leur compte en banque. Le Israël Hayom titre ce matin en manchette le filet de sécurité de Benyamin Netanyahou, un filet fait d'allocations chômage, de dons et de prêts. Mais en même temps, le quotidien gratuit insiste sur les risques d'un second confinement qui pourrait entraîner un effondrement des infrastructures de communication. Le ministre des Télécommunications, Yoav Hendel, a affirmé que son équipe travaille actuellement pour éviter justement un tel cas de figure. Autre développement sur le plan sanitaire cette fois, de plus en plus de quartiers où le nombre de contaminés
augmente sans cesse, se prépare à être placé sous confinement. Et les rabbins de Bnei Brak, en coordination avec les responsables de la santé publique, ont fait fermer des synagogues dans lesquelles les mesures de distanciation sociale n'étaient pas respectées. Et puis le Israël Hayom se penche ce matin sur le cas particulier d'Eilat et sur l'intention du maire de la ville et des responsables de la santé publique de transformer Eilat en ville verte sans risque de contagion. Il s'agirait de faire subir à chaque touriste qui entre dans le domaine de juridiction de la cité un test de dépistage rapide et de l'autoriser à entrer dans Eilat si ce test était négatif. Et alors, il serait dispensé de toute mesure restrictive et pourrait passer de véritables vacances à défaut d'aller cette année à l'étranger. Daniel Haïk depuis Jérusalem. Les Israéliens entrent, vous l'aurez compris, dans une nouvelle période d'incertitude, plus que la progression du virus. Ce sont les messages trop confus des pouvoirs publics qui les inquiètent et rendent l'atmosphère de plus en plus lourde. Correspondance en Israël de Pascal Sunshine. Cet été 2020 n'est facile pour personne, il l'est peut-être encore moins pour les Israéliens. Après une courte pause de quelques semaines, durant laquelle ils ont cru que l'épisode de coronavirus était derrière eux, l'épidémie est repartie de plus belle. Les nouveaux cas dépassent le millier par jour. Et même si le nombre de tests effectués quotidiennement a doublé par rapport à la première phase de l'épidémie, la proportion de malades est en hausse. Mais plus que la progression de la contagion, c'est l'incertitude et la confusion qui angoissent surtout les Israéliens, car la plupart d'entre eux ont du mal à comprendre ce qu'il faut faire. Pour les consignes de prévention, elles ont été intégrées, même si elles ne sont pas toujours suivies aussi scrupuleusement qu'elles devraient l'être. Mais là où les choses se compliquent, c'est en cas de contact avec un malade. Une personne qui apprend qu'elle a approché un porteur du virus doit se mettre en confinement pour 14 jours. Mais qu'en est-il des membres de sa famille qui vivent avec elle? Et que se passe-t-il pour les centaines de personnes qui ont été notifiées qu'elles avaient été en contact avec un malade à un endroit où elle n'était pas? Là, c'est le problème spécifique du bornage des téléphones par les services de surveillance du Shin Bet, qui ont parfois des ratés ou qui manquent de précision. Mais cela ajoute à l'impression de confusion, d'autant que les services téléphoniques censés répondre aux questions du public sont saturés et le plus souvent inaccessibles. Et il ne se passe plus un jour sans que nos nouvelles mesures annoncées par le gouvernement, parfois tard dans la nuit, ne suscitent interrogations et protestations. Pourquoi ordonner de refermer les bars et pas les restaurants? Pourquoi interdire tous les spectacles ou les événements quand la surface disponible permet d'accueillir le public sans le mettre en danger? Pourquoi fermer les salles de gym et laisser ouverts les salons de coiffure? Comment protéger les enfants si on interdit les centres aérés et les colonies de vacances où ils peuvent être encadrés et les laisser livrer à eux-mêmes tout l'été, sans parler des parents qui devront les prendre en charge au lieu d'aller travailler? Les sondages confirment un constant recul de la cote de confiance du gouvernement dans sa gestion de la crise sanitaire et économique. Les Israéliens ne sont plus que 37% à donner un satisfecit au gouvernement, une critique qui englobe l'échelon politique et professionnel dans la mesure où le message diffusé vers le public est le plus souvent confus et contradictoire. Si les médias se font l'écho de ces questionnements et du décalage entre l'opinion et le pouvoir politique, sur les réseaux sociaux, le débat est encore plus tranché. Les messages indiquent que le public est déjà certain qu'un reconfinement général n'est plus qu'une question de temps, car les restrictions mises en place semblent rester sans effet. Car si le virus est moins violent, il est désormais partout. Quant à la situation économique, elle semble de plus en plus incertaine. Les licenciements sont désormais plus nombreux que les mises en chômage partiel, signe que les entreprises, surtout les plus petites, se rapprochent de l'asphyxie. Les Israéliens sont résilients, mais pour tenir sur la durée, ils vont avoir besoin de réponses claires. Une nouvelle nuit agitée hier près de Téhéran. Plusieurs explosions sont survenues à Garmdareh et Quds. Selon la chaîne Al Arabiya, ce sont des entrepôts de missiles des gardiens de la Révolution, les Pasdaran, qui auraient été visés. Des coupures d'électricité ont été signalées dans plusieurs quartiers. Une explosion qui fait suite à d'autres incidents ces 10 derniers jours en Iran, notamment à la centrale de Natanz et dans une clinique au nord de la capitale. Et Gabriel Attal, l'Iran a tenté d'acquérir des marchandises illégales en vue d'une utilisation dans le cadre de son programme nucléaire, selon le service de renseignement intérieur allemand. D'après le document, le service fédéral de renseignement n'a pu trouver l'année dernière que quelques signes révélant que Téhéran avait tenté d'acheter des matériaux à destination de son programme nucléaire. Une fois que l'approche méthodologique a été modifiée, les résultats indiquent que l'application des marchandises dans un programme nucléaire et ou les connaissances disponibles sur le destinataire final révèlent la possibilité d'un approvisionnement en vue de la prolifération nucléaire. Le rapport précise cependant que ces achats n'ont fourni aucune preuve d'une violation de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien en Allemagne.
Radio J, 14h11, la suite du journal magazine, Steve Nadjar. Encore un mot de défense dans ce journal avec une tentative d'infiltration la nuit dernière à la frontière israélo-libanaise. 3 suspects ont été interpellés par Tsahal. Selon le quotidien Yediot Aharonot, il s'agirait de migrants économiques de nationalité soudanaise. Une possible affaire d'espionnage maintenant. La police allemande suspecte en effet un membre du service de presse de la chancelière Angela Merkel d'être en fait un espion égyptien. Les précisions d'Esther Abitbol. Selon nos confrères du journal Bild, un des membres du service de presse de la chancelière allemande est en réalité un espion égyptien. L'homme est un employé de la fonction publique allemande. Aucune information sur son identité n'a été donnée au cours des derniers mois. Seule la police a pris des mesures à son encontre. Son grade est plus élevé que les débutants. Pourtant, il ne fait pas partie de la haute fonction publique. Son poste consistait à encadrer les visites du centre de presse fédéral allemand. Ce service se charge de communiquer sur les activités de la chancellerie. Ce que l'on peut imaginer, c'est que ce travail permettait à l'espion d'avoir des informations sur des journalistes égyptiens. On peut d'ailleurs lire dans le rapport que ces espions profitent des déplacements qu'effectuent ces personnes dans les représentations diplomatiques égyptiennes en Allemagne ou dans des voyages qu'ils effectuent. L'objectif de ce service de renseignement égyptien, c'est de collecter des informations sur les opposants au régime égyptien du président Abdel Fattah al-Sisi, mais aussi des sympathisants de la confrérie des frères musulmans, qui est interdite depuis 2013 en Égypte. 14h12, on marque une pause avant de se retrouver dans une poignée de secondes pour la suite du journal en compagnie de notre invité, le président de la communauté de la Victoire, Jacques Canet. Vous êtes bien sur Radio J. À tout de suite. Avec Steve Nadjar. Son avis était attendu, bien qu'il ne soit sans surprise. Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec Benyamin Netanyahou. Conversation téléphonique qui portait sur le projet israélien d'annexion d'une partie de la Judée-Samarie. Le président de la République a rappelé l'engagement de la France pour la paix au Proche-Orient et a demandé au Premier ministre israélien de s'abstenir, je cite, de prendre toute mesure d'annexion de territoire palestinien. À Jérusalem, le bureau du Premier ministre indique qu'Israël agira en accord avec le droit international. Le plan du président Trump inclut 2 nouvelles idées qui permettront de réels progrès, a souligné Benyamin Netanyahou. J'ajoute tout à fait par ailleurs que Brigitte Macron a accordé une rare interview aujourd'hui à nos confrères de France Info. La première dame est notamment revenue sur la polémique autour des statues à déboulonner. On l'écoute. L'avenir, quel qu'il soit, pose problème. Le passé, on peut s'y réfugier. Il est réconfortant, il est terminé. Le présent peut nous réserver des surprises, mais moi je vis résolument dans le présent. Je pense qu'il n'y a que ça qui existe. Le passé est là. Il ne faut surtout pas le réécrire ou le tuer, comme on est en train de le faire avec les statues. Le passé, c'est constitutif de ce que nous sommes. Ça dit quelque chose de nous. Même si c'est quelque chose qui ne nous plaît pas, il est là. Donc on doit accepter l'histoire. C'est très important de ne pas renier l'histoire, de ne pas renier notre culture. Le coronavirus en France maintenant, avec vous Gabriel. Le ministre de la Santé Olivier Véran a déclaré ce matin sur BFM TV qu'il observait, je cite, un relâchement de certains comportements dans certaines situations et dans tous les milieux. Le médecin neurologue de formation a ajouté qu'il voulait éviter tout relâchement pendant l'été. Le ministre de la Santé a indiqué qu'il comprenait que les Français avaient besoin de vacances, mais qu'ils ne devaient pas oublier les gestes barrières et le fait que le virus circule. Radio J, 14h15, on écoute donc Monsieur Véran. Parler des Français qui partent en vacances, ils ont besoin de vacances. Ils ont envie de vacances, oui. Ils ont envie d'oublier. Qu'ils oublient le confinement, qu'ils oublient tout ce qu'ils ont vécu au cours de ces mois, qu'il y ait un travail de résilience collective, c'est normal. Il y a une chose qu'ils ne doivent pas oublier, ce sont les gestes barrières. Ils ne doivent pas oublier le fait que le virus circule. Il ne faut pas que ce soit omniprésent dans leur tête, il ne faut pas vivre dans l'angoisse permanente, il faut vivre dans la vigilance. Et face, Gabriel, à la montée des contaminations dans une partie du monde, le président du conseil scientifique, le professeur Jean-François Delfraissy, s'est exprimé hier soir sur la possibilité d'une fermeture des frontières avec certains pays européens. Pour le professeur, la question est sur la table. C'est une possibilité, affirme-t-il. Jean-François Delfraissy indique également que le virus circule encore dans plusieurs pays et que les autorités sanitaires n'ont pas de données précises sur cette circulation. Vous savez que la France fait partie de l'Union européenne, que l'Union européenne a décidé d'avoir un certain nombre de pays dits verts ou un certain nombre de pays dits rouges, en fonction de la connaissance de la circulation du virus, et en fonction de cela, d'avoir des autorisations d'entrer dans l'espace de Schengen. Et puis, on a un certain nombre de pays où il y a des zones
où le virus continue de circuler de façon importante et où, somme toute, on a assez peu de données ou des données qui sont incomplètes. Radio Gilles, 14h17, l'invité de Steve Nadjar et Jacques Canet, le président de la communauté de la Grande Synagogue de la Victoire. Merci. Bonjour Jacques Canet, merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Merci à vous. Merci. Vous accueillerez ce soir à l'Office du Shabbat le nouveau ministre de l'Intérieur et ministre des Cultes, Gérald Darmanin. Comment s'est organisée cette première visite dans une synagogue de Gérald Darmanin depuis sa nomination en début de semaine ? Alors, elle ne s'est pas organisée depuis le début de la semaine, elle s'est organisée depuis hier après-midi. Donc, c'est vrai que l'information est tombée hier en milieu d'après-midi. Elle est venue par le grand rabbin de France et le président du consistoire et par le cabinet du ministre qui nous a indiqué qu'il souhaitait, donc, lors de sa première visite dans un lieu de culte, en tant que ministre des cultes, ministre de l'Intérieur et ministre des cultes, venir à la synagogue de la Victoire. Donc, parce que ce lieu, pour lui, était emblématique d'une certaine relation de la République avec le culte, en général. Donc, c'était une préparation un peu rapide, mais je dirais qu'on est habitué à la Victoire, à ce genre de manifestation au dernier moment, dirais-je. Comment va se dérouler la soirée et l'office, évidemment, qui va ponctuer Alors, ce qui nous a d'abord surpris, c'est qu'ils viennent un vendredi soir. Donc, vendredi soir, ça entraîne un certain nombre de complications pour nous-mêmes. Donc, puisque l'office, nous avons un office qui débute à 7h30, donc il va venir à 7h15. On va donc l'accueillir à 7h15 et il va rester pendant à peu près 3/4 jusqu'à 8h, 8h15, jusqu'à la fin de Kabbalat Shabbat, de façon à ce qu'ensuite l'office puisse se dérouler, l'office de Shabbat proprement dit, puisse se dérouler normalement. Je dirais qu'à la fin de cette visite, pendant cette visite, il va s'arrêter devant le monument aux victimes de la Shoah, donc qui est dans l'entrée de la synagogue. On va également lui montrer le monument aux morts des soldats de la Première Guerre mondiale, donc qui est un lieu tout à fait impressionnant avec les noms de plus de 2000 soldats français de la communauté juive parisienne morts pendant la Première Guerre mondiale. Et ensuite, il va venir dans la synagogue assister à la première partie de l'office et on va l'accueillir. Jacques Canet, est-ce qu'il est prévu que Gérald Darmanin prenne la parole à un moment donné dans cette Alors, a priori non. Donc, en général, il n'est pas vraiment de tradition que, surtout quand il s'agit d'un office religieux, un homme politique prenne la parole. Et donc, il est par contre question qu'il prenne la parole à la sortie de la synagogue. Mais enfin, tout peut encore changer. Hein, donc, devant les journalistes. Devant les journalistes, absolument. Donc, sur les marches de la synagogue, devant les journalistes. Donc, ça, c'est prévu par son cabinet. En général, à l'intérieur de la synagogue, sauf s'il s'agit d'une cérémonie très très spéciale, comme ça a été le cas en 2015-2016, donc les hommes politiques ne s'adressent pas à la communauté. Et encore moins le Shabbat. Et encore, bon, alors on sera tout juste avant Shabbat, mais c'est presque Shabbat. Quoi. Donc, voilà, Le grand rabbin de France, Chaim Corsia, sera également présent ce soir à la Victoire. Est-ce qu'il est prévu qu'il prenne la parole ? Ah oui, alors bien sûr. Donc là, on est dans un contexte un peu différent, puisque je vous rappelle que la synagogue de la Victoire est le siège statutaire du grand rabbin de France et du grand rabbin de Paris. Donc, elle dispose également d'un rabbin qui est le rabbin Sebag. Donc, mais évidemment, c'est le grand rabbin de France qui va accompagner le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et il est prévu que le grand rabbin de France prenne la parole, et probablement aussi le président du consistoire. Ça, c'est probable. Donc, Joël Mergui, est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait être dit par... Ah, pas du tout, parce qu'on a préparé vraiment cette visite un peu en catastrophe, je dirais. Au niveau de l'accueil, le message est simple. Je dirais, le message, c'est que la Victoire est un lieu emblématique, je dirais, de la relation entre la République et la communauté juive. Quand je dis emblématique, c'est emblématique et biunivoque. C'est-à-dire que cette synagogue a 150 ans, elle a été voulue à la fois par la communauté juive et par le pouvoir politique de l'époque pour faire se rencontrer donc la communauté juive avec la communauté nationale. Il y a toute une histoire, je dirais, de la laïcité et de la République dans ces murs. Et du franco-judaïsme. Et je dirais que quand on utilise le mot franco-judaïsme, aujourd'hui, on a un peu l'impression que c'est un terme qui est dépassé, mais je dirais que il faut justement réhabiliter ce terme. Il faut le réhabiliter en ce sens que les combats
pour la laïcité, contre le communautarisme, qui ont été, je dirais, les combats de toute la période de la Troisième République, hein, et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Ces combats sont toujours actuels. Ils sont encore plus d'actualité peut-être depuis une quinzaine d'années que à l'époque. Je rappellerai que le seul ecclésiastique français qui ait défendu la loi de laïcité, c'était le grand rabbin Zadok Khan, qui considérait que pour qu'il y ait liberté de culte, il fallait que l'État soit complètement laïque. Et je crois que c'est la meilleure démonstration de ce qu'on doit faire encore aujourd'hui. Donc nous sommes extrêmement, et nous maintenons cette tradition d'attachement aux valeurs républicaines et également à la laïcité. Donc je crois que c'est extrêmement important. Un message qui a longtemps été porté dans votre synagogue par votre ancien grand rabbin et ancien grand rabbin de France, le grand rabbin Gilles Bernheim. Un mot encore sur la laïcité, le franco-judaïsme. Gérald Darmanin s'est dit très engagé dès son intronisation sur la question du respect de la laïcité. Il est également l'auteur d'un rapport pour les Républicains en 2016 sur la réforme de l'islam de France. Et il considère que l'organisation du judaïsme par Napoléon au début du 19e siècle peut servir aujourd'hui de modèle à l'islam français, à l'islam de France. Qu'en pensez-vous ? Je dirais qu'elle c'est pas qu'elle peut servir, elle doit servir, elle devrait servir. Il est manifeste que il faut savoir que Napoléon Ier n'était pas forcément un grand philosémite. Hein. L'objet du contrat qu'il a passé avec en 1808 avec le consistoire, c'était une sorte de contrat qui permettait de contrôler ce qui pouvait se faire dans cette communauté juive qui était quand même pas très connue. Oui, voilà. Donc et un des éléments clés de ce contrôle, je dirais, qui est encore un bon exemple aujourd'hui, indépendamment de la structure pyramidale très centralisée qui a été donnée au consistoire, qui permet, je dirais, d'avoir un consistoire central, des consistoires régionaux et ensuite des synagogues qui dépendent de ce consistoire, une école rabbinique où sont formés les rabbins à la fois à la culture de la Torah, mais également à la culture française. Tout ça sont des exemples formidables. Mais, je dirais, la vraie raison d'origine de la création du consistoire, c'était de contrôler l'état civil. Quand on contrôle l'état civil, il fallait quoi ? Il fallait contrôler les mariages. Donc, il a été exigé à l'époque que pour tout mariage qui devait être obligatoirement célébré dans une synagogue, le rabbin soit une sorte d'officier d'état civil qui vérifie qu'il y a eu un mariage civil avant. Et je dirais que aujourd'hui, je pense que ce qui paraît très rétrograde est extrêmement d'actualité, y compris, je dirais, pour l'islam. C'est-à-dire que les mariages doivent être contrôlés par l'état civil et il faut que les religieux qui célèbrent des mariages s'assurent que les conjoints sont bien mariés civilement. C'est un des fondements même de la République. Avec la création d'un possible consistoire. Avec la création, mais pour ça, il faut mettre en place une structure qui est une structure évidemment à la française, c'est-à-dire pyramidale, où les différentes tendances de l'islam, comme il peut y avoir différentes tendances dans le judaïsme, sont réunies au sein d'un islam de France qui est l'interlocuteur, qui doit être l'interlocuteur pour toutes les questions religieuses et de laïcité de la République. Bon, alors on est dans la communauté juive, on a une organisation en trois dimensions, on dirait. Il y a la dimension religieuse qui est représentée par le consistoire, il y a également la dimension sociale qui est représentée par le Fonds social et la dimension politique qui est représentée par le CRIF. Donc ces trois interlocuteurs doivent travailler main dans la main avec des valences différentes. Mais je dirais que cette structure pyramidale est une structure qui fonctionne et qui a fonctionné depuis 1808. Donc, merci beaucoup Jacques Canet d'avoir été mon invité cet après-midi. Je rappelle que vous êtes le président de la communauté de la Grande Synagogue de la Victoire. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à vous et merci de m'avoir invité. Merci. Un mot de politique pour terminer ce journal. Le maire de Sarcelles, Patrick Haddad, a souhaité réagir aux propos mercredi sur notre antenne du député du Val d'Oise, François Pupponi, son opposant lors des dernières municipales. Patrick Haddad qui répondait tout à l'heure aux questions d'Ilana Faradian. On conteste la victoire, qui est pourtant écrasante, la mienne,
58-42, 1516 voix d'avance, sans préjuger de ce que fera le tribunal administratif. On n'a jamais vu dans ce pays un tribunal administratif, n'importe quelle juridiction, annuler une élection quand il y a un tel écart de voix. Et quand j'entends un des arguments qui a été employé par M. Pupponi, à savoir dire que dans certains bureaux de vote, eh bien, l'écart était trop important pour que ça lui paraisse réaliste, je suis assez surpris parce que demander à un juge de déjuger le peuple, c'est déjà une démarche qui est très étrange et ça correspond à ce de quoi il est frappé aujourd'hui, M. Pupponi, c'est-à-dire d'un déni de réalité. Il ne voit pas la réalité telle qu'elle est et donc il invente un monde dans lequel il est, dans lequel il croit être. C'est un comportement de mauvais perdant selon vous ? Ah oui, c'est un comportement de très mauvais perdant, puisque déjà il ne me félicite pas, il ne reconnaît même pas une défaite qui est extrêmement claire, qui est celle du vote du peuple sarcellois dans son ensemble. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouverez l'édito de Serge Agenberg, suivi de l'émission Amerad, présentée par Nelou Cohn. 15h, le Flash, qui vous sera présenté par Gabriel Attal. Bon après-midi à l'écoute des programmes de Radio J. Shabbat Shalom. Portez-vous bien.